Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous sommes via Zoom, et merci Zoom, avec Pierre Lurçat, à qui je dis tout de suite bonjour Pierre. Bonjour Monique. Alors Pierre, tu nous arrives avec un livre très touchant. Un livre très touchant parce que d'une part, c'est un personnage qu'on ne connaissait, enfin en tout cas que je ne connaissais pas, qui a eu une vie étrange, Victor Soskis, et c'est d'autant plus touchant que c'est de ta famille. Alors, tout de suite, je vais te demander, Pierre, qui était Victor Soskis? Alors, il était le cousin de mon père, mais le cousin, en fait, par adoption, parce que mon grand-oncle, l'oncle de mon père, l'artiste Jean Lurçat, l'avait élevé comme son fils lorsqu'il s'était marié avec la mère de Victor, qui était elle aussi une artiste, Rossane Timotheev. Et donc, Victor était, mon père en avait toujours parlé comme son cousin, pour qui il avait une grande affection, à la fois en raison de son destin tragique, puisqu'il était mort pendant la guerre, et aussi parce qu'il avait sauvé mon père de la noyade quand mon père était un jeune adolescent. Alors justement, c'est aussi bien au début qu'à la fin, tu joues un petit peu avec cette phrase et de manière très intelligente, car qui sauve un homme sauve l'humanité. Mais indépendamment de ça, on suit avec toi toute ta recherche. C'est comme un polar que tu as installé dans ton livre. Oui, c'est une enquête familiale effectivement, qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai écrit plusieurs livres, mais celui-là, c'est celui qui m'a pris le plus de temps parce qu'il y avait un poids affectif, évidemment, qui était un petit peu dur à porter tout au long de cette enquête. Tout à fait, ça se sent très, très bien. Alors, on va revenir déjà sur l'enfance de Victor, parce que Victor était le fils de Rossane et de Victor Soskis senior. Absolument, il portait le nom et le prénom de son père, ce qui se faisait à l'époque dans certaines familles. Et il était d'une famille juive russe. Je décris un petit peu l'itinéraire de son grand-père, surtout qui avait été un militant menchevique en Russie et qui avait joué un rôle assez important dans la Révolution. Il avait été le secrétaire de Kerensky, des événements peut-être un peu oubliés aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment je dirais les événements qui ont un peu façonné l'histoire du monde à cette époque. Et donc, quelque part, la figure de ce grand-père, j'imagine, parce que je ne le sais pas, mais j'imagine qu'elle a pu influencer Victor, effectivement. C'était quelqu'un de très engagé, c'était quelqu'un qui ne voulait pas être simplement un spectateur, mais un acteur de la grande histoire. Alors aujourd'hui, on aurait dit, compte tenu de la situation géopolitique, on aurait dit que le grand-père qui était né à Bertitchev était ukrainien, en fait. Oui, c'est vrai, ça fait un lien. J'ai découvert un Victor très, très sensible, se projetant beaucoup sur la vie de ses ascendants, parce qu'il a baigné dans ce que lui racontait aussi bien son père, d'accord, que Jean Lurçat. Et on a l'impression, parce que dans sa courte vie, malheureusement, Victor Soskis est décédé à 22 ans, mais il a eu une vie très pleine. Oui, sans doute, pour autant que j'ai pu la reconstituer. C'était un jeune homme très prometteur, avec un très beau visage. Oui, très beau déjà, en premier lieu. Quelque chose d'angélique et aussi quelque chose je dirais, à la fois angélique et aussi très viril. Et donc, je suis parti un petit peu sur ces traces, avec toutes les difficultés causées par le temps passé, par le fait que beaucoup des témoins qui l'ont connu ne sont déjà plus de ce monde. J'en ai quand même retrouvé certains dans des circonstances parfois rocambolesques. Alors justement, on va commencer, Pierre, par une rencontre à Enguedi avec André Simon. Alors oui, c'est le premier personnage c'est la première rencontre presque miraculeuse parce que un jour, je publie un article en parlant de mon grand-oncle Jean Lurçat que je n'ai pas connu. Il est mort
l'année de ma naissance. Et puis, il y a quelqu'un qui poste un commentaire en disant « J'ai bien connu Jean Lurçat ». Et évidemment, ça m'a intrigué parce que les gens qui ont connu Jean Lurçat, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Donc, je rentre en contact avec cet internaute et puis tout de suite, on sympathise et puis il me dit, je vais venir en Israël et on va se rencontrer. Et donc, je le rencontre à En-Gedi et il me raconte des choses sur Victor. Donc, c'était presque miraculeux tout d'un coup de rencontrer un témoin d'une époque déjà tellement ancienne. Alors justement, Pierre, je découvre dans ce chapitre relatif à André Simon et à Jacqueline, parce qu'ils ont été en classe avec Victor dans un petit patelin, enfin pas loin d'Aubusson. En fait, c'est Jean Lurçat qui a relancé les tapisseries d'Aubusson, qui existaient depuis très longtemps au Moyen-Âge, mais c'est lui qui a relancé de manière, je dirais, périmoderne. Oui, c'est un petit peu le contexte. Effectivement, Jean Lurçat est très connu comme artiste, surtout comme tapissier, et considéré comme le rénovateur de la tapisserie française au XXe siècle, parce qu'effectivement, il a donné à cet art ancien qui était déjà un petit peu, il y avait un côté un petit peu suranné dans la tapisserie à son époque, et il en a fait un art tout à fait moderne et avant-gardiste, et notamment en changeant tout à fait la palette de couleurs, parce que les tapisseries, elles avaient des couleurs un petit peu passées, elles avaient la palette n'était pas très riche, et lui, il a ouvert un petit peu la palette de la tapisserie, et c'est comme ça qu'il est devenu le rénovateur de la tapisserie française. Et c'est aussi, effectivement, c'est une des raisons pour laquelle il s'est réfugié à Aubusson pendant la guerre, en 1940. Et donc, c'est là que Victor a fait la connaissance de André et Jacqueline Simon, les deux témoins juifs que j'ai rencontrés, tous les deux, et qui ont bien connu Victor, qui étaient des amis proches de lui pendant cette année fatidique de la guerre à Aubusson. Sauf erreur de ma part, c'est dans l'appartement de Jacqueline que tu as revu une tapisserie de Jean Lurçat avec la licorne. Oui, absolument. Elle avait tenu à acheter cette tapisserie juste après la guerre en souvenir de Victor, qui était pour elle quelqu'un de très cher. Et donc, tout ce qui concernait Victor et donc aussi par extension, tout ce qui concernait Jean Lurçat l'intéressait beaucoup. J'irais jusqu'à dire plus que très cher, puisque je crois que Jacqueline était amoureuse de Victor, mais sans retour. Absolument. Elle était amoureuse de lui, mais c'était un amour je dirais presque un amour d'enfant, d'adolescente, qui n'était pas partagé. Voilà, c'est oui, le genre d'amour. on va y revenir parce que elle retrouve d'ailleurs. Il y a aussi l'ami d'enfance, Jacques Remise. Alors oui, il y a Jacques Remise que lui, j'ai pas pu le rencontrer physiquement. Je lui ai parlé au téléphone. C'est vraiment le grand ami d'enfance de Victor parce que leur mère respective était amies. Ils étaient tous les deux à l'école alsacienne avant la guerre. Et Jacques Remise qui avait été journaliste, qui avait fait beaucoup de choses dans sa vie, avait toujours gardé dans son cœur une place pour Victor. Et non seulement ça, il avait aussi conservé beaucoup de documents dont il m'a transmis certains. Donc, c'était aussi un témoin très précieux de cette époque de l'avant-guerre et de l'enfance de Victor. D'ailleurs, je crois qu'il a dédié à ses amis disparus trop tôt un livre. Oui, il a écrit un livre sur ses amis morts pendant la guerre et notamment dans la résistance. C'était vraiment un témoin qui avait à la fois des souvenirs très, très, très vifs, même à plus de 80 ans, et qui aussi avait conservé des documents de l'époque. Donc, c'était aussi un témoin très précieux pour moi. Alors, Victor part rejoindre son père à New York. Rosanne se l'est reproché après. C'est vrai, quand elle a appris la mort tragique de son fils unique, évidemment, eh bien, quelque part, elle s'est accusée. Bon, c'est comme peut le faire une mère dans ces circonstances. Elle a dit son destin aurait pu être différent si je ne l'avais pas laissé partir en Amérique, alors que lorsqu'il est parti en Amérique, c'était un choix tout à fait rationnel. La France était occupée, la guerre faisait rage en Europe. L'Amérique, c'était un petit peu un endroit préservé. Et lorsqu'il est parti au lycée français de New York pour passer le bac, je dirais que c'était un choix tout à fait sage.
Mais évidemment, par la suite, il a décidé de revenir en Europe sous l'uniforme américain. Ça, évidemment, personne ne pouvait le prévoir quand il est parti. Et cependant, le lycée français était un lieu de recrutement hyper important parce qu'on voulait des espions qui parlent bien français et Victor en faisait partie. Oui, alors ça, c'est un petit peu, je dirais, ça fait partie des choses que j'ai un petit peu à la fois découvert. Oui, des conclusions qui sont pas, c'est pas un livre d'histoire, hein, c'est un roman enquête familiale, mais donc je prétends pas à la vérité historique sur ce point-là, par exemple. J'ai simplement constaté qu'il y avait d'autres anciens élèves du lycée français qui sont morts dans des circonstances similaires. Et je savais par ailleurs que les services secrets américains et anglais d'ailleurs, britanniques, qui collaboraient, cherchaient effectivement des gens qui avaient ce profil, qui parlaient français couramment pour pouvoir les expédier derrière les lignes de l'ennemi allemand. Et donc Victor correspondait tout à fait à ce profil. C'est pour ça qu'il a été recruté pour cette mission périlleuse dont il n'est pas revenu. La fameuse mission Sculion. L'opération Sculion, qui visait à détruire une usine de pétrole synthétique qui était un des objectifs stratégiques les plus importants pour les Américains, pour les Alliés, parce que c'était cette usine qui alimentait en carburant les Panzer-Divisions allemandes. Donc c'était vraiment un objectif stratégique de premier plan. Et d'ailleurs, l'opération Sculion, il y a eu plusieurs opérations Sculion successives, et celle à laquelle a participé Victor a réussi. Ils ont partiellement détruit l'usine. Donc, de ce point de vue-là, cette opération a été une grande réussite. Mais le prix, évidemment, a été lourd. Le prix, c'est que plusieurs des participants ont été capturés, dont Victor. Il y a d'ailleurs un parallélisme étrange que tu établis aussi, puisque tu cites Hannah Senesh. Alors, je cite Hannah Senesh pour plusieurs raisons. La plus évidente, c'est qu'elle a fait partie du même service, le SOE, le service Special Operation Executive, le service secret anglais, qui recrutait dans tous les pays, et y compris d'ailleurs en Eretz Israël. Donc, Hannah Senesh, elle aussi, comme Victor, a été envoyée pour une opération très dangereuse dont elle n'est pas revenue. Et par ailleurs, elle a écrit aussi des poèmes très fameux. Et donc, c'est ça un peu c'est pour ça que j'ai cité le poème très connu de Hannah Senesh. Tout à fait. Le temps qui nous est imparti ne nous permet peut-être pas de lire quelques poèmes. On essaiera de voir à la fin. Donc, la mission se passe très bien parce qu'ils arrivent au bout de leur mission, mais malheureusement, dans le commando de 6, il y en a 4 qui d'ailleurs sont arrêtés par les Allemands alors qu'ils rejoignaient Paris. Oui, ils se séparent après l'opération réussie, après le sabotage de cette usine donc dans le centre de la France. Ils se séparent et ils partent chacun dans des directions différentes. Et les 4 qui se retrouvent à Paris sont capturés par les Allemands, apparemment dans une souricière, dans un traquenard, et sont envoyés, d'abord sont prisonniers, sont interrogés, torturés pour certains, et ensuite envoyés dans le sinistre camp de Flossenbürg, où Victor a passé de longs mois. Et quelque part, un des aspects les plus tragiques, c'est qu'il a été exécuté quelques mois avant la libération, quelques semaines avant la libération. Quelques semaines, oui. Et alors, donc, tu continues ton enquête, et c'est là que tu es invité à une cérémonie à Valençay, où tu rencontres quelqu'un qui va te donner plus de renseignements. Je veux parler de Noreen Riols. Oui, Noreen Riols qui avait une fonction importante dans les services secrets britanniques parce qu'elle participait au recrutement et à la formation des agents. Et c'est elle qui m'a confié les détails les plus horribles concernant la fin de Victor, qui est un aspect que j'ai pas voulu beaucoup. C'est pas l'aspect que j'ai voulu développer parce que je dis quelque part que ce livre, c'est pas un livre de mort, c'est un livre de vie. Tout à fait. Le thème du livre, justement, c'est que par sa mort, il a sauvé des vies et que donc j'ai essayé de visiter les endroits, le lycée français de New York, beaucoup d'endroits liés à sa vie très brève, mais j'ai pas été jusqu'au camp de Flossenbürg. Donc j'ai quand même, évidemment, j'ai écouté le témoignage de Noreen Riols sur les derniers moments de Victor, sur la façon dont les Allemands exécutaient ses agents à Flossenbürg. Mais
j'ai pas été physiquement, j'ai pas pu aller jusqu'à Flossenburg. Par contre, tu as été à Saint-Avold. Oui, alors ça, je dirais, c'est aussi un des moments très forts dans cette enquête, c'est parce que Victor est mort sans sépulture. Comme beaucoup d'autres soldats d'ailleurs dans la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas laissé de sépulture. Et à Saint-Avold, le très très beau cimetière militaire américain, il faut savoir que les Américains attachent beaucoup d'importance au cimetière, à l'entretien des cimetières militaires, des tombes dans les cimetières militaires. C'est quelque chose de très impressionnant de voir est-ce que les tombes des soldats américains sont entretenues. Et il y a des milliers de soldats américains qui sont enterrés en France dans différents endroits. Et donc ce cimetière de Saint-Avold dans l'est de la France, c'est là que j'ai finalement vu peut-être la trace que Victor a laissée physiquement, donc qui n'est pas une tombe, mais qui est quand même un nom sur un mur. Donc c'est très impressionnant aussi de voir cette dernière trace dans ce lieu très, très majestueux du cimetière militaire américain. D'ailleurs, tu l'écris, tu dis que c'est là, en voyant son nom inscrit sur une plaque, que tu réalises vraiment que Victor est décédé. Oui, parce que dans toute cette enquête, il y avait un aspect un petit peu, à la fois c'était un peu comme un voyage initiatique, et puis à certains moments, je dirais l'objet de l'enquête devient plus concret, plus tangible, et c'est un de ces moments-là, c'est quand je vois le nom inscrit dans la pierre, tout d'un coup je réalise effectivement le héros de mon enfance, celui qui a sauvé mon père, donc celui qui m'a sauvé moi par conséquence. Son nom est inscrit dans la pierre, donc quelque part, je peux toucher au moins cette inscription dans la pierre. Donc il y a quelque chose à la fois symbolique et en même temps de très tangible. Alors, tu t'es également intéressé à la fiancée de Victor. Victor avait une fiancée, Ginette Rimbaud, et c'est magnifique. Tu vas en parler parce qu'il y a des découvertes, en fait, du cheminement personnel de Ginette. Oui, alors c'est un des personnages très, très fascinants qui entoure Victor. Il y a bien sûr il y a celui de sa mère, Rosanne, qu'on n'a pas encore évoqué, mais il y a sa fiancée, Ginette, qu'il a connue au lycée français de New York. Ils ont vécu cette histoire d'amour très forte et malheureusement très brève. Et quelque part, elle a vécu toute sa vie avec son souvenir, sans se confier. D'ailleurs, elle s'en est pas confiée pratiquement à personne, mais quand on lit, alors elle est devenue psychanalyste, elle a travaillé sur le sujet du deuil, c'est pas un hasard évidemment. Et quand on lit son livre sur le deuil, eh bien on comprend qu'elle parle de Victor, mais même si elle ne le dit pas de manière explicite. Donc on comprend qu'elle a, et à la fin de sa vie, alors il y a quand même aussi un épisode, c'est qu'à la fin de sa vie, elle a vraiment mené une enquête pour savoir comment est-ce qu'il était mort. Et elle a confié à mon père une plaquette avec tous les documents qu'elle avait pu réunir dans cette enquête. Et elle a quand Donc, quelque part, elle m'a précédé Tout à fait. Oui. Elle a beaucoup travaillé sur l'enfant, le deuil et l'enfant, et elle a poussé jusqu'au bout puisqu'elle a récupéré un de ses neveux, ce qui lui a valu des histoires dans son couple. Mais tout ce qui touchait à Victor, elle n'en parlait à personne, pas même à deux personnes qui lui étaient très proches, je veux dire Caroline Eliatchev, qui a travaillé avec elle à Necker, et Aldo Naori, qui avait une approche qui était peut-être beaucoup plus proche de Ginette que Caroline, d'une part parce que c'est un homme, mais surtout, il a une attitude de séfarade. Donc, l'épisode quand il la ramène en Algérie, c'est très drôle, même il y a un peu d'humour dans certains chapitres. Oui, ce sont les deux chapitres qui ont été écrits par ma sœur jumelle Irène, donc qui a participé avec moi à ce livre. Et effectivement, dans ces rencontres avec Aldo Naori, c'est l'entretien qu'on avait eu avec Aldo Naori, il nous fait découvrir un visage de Ginette qui est un peu différent parce que Ginette Rimbaud, qui est une psychanalyste qui était très connue et qu'on appelait le Sphinx, elle avait un côté très énigmatique. Et Aldo Naori, effectivement, avait réussi un peu à percer le mystère, à devenir très proche d'elle. Et malgré tout, elle ne lui a jamais parlé de Victor.
Je pense qu'elle en parlait peut-être de manière détournée, parce qu'elle était à la tête du groupe Balint à Necker, par exemple, pas mal de messages passés. Oui, elle a travaillé avec des enfants malades, elle a travaillé sur le deuil, elle a écrit sur le deuil, mais le sujet de Victor, elle l'a réservé à l'enquête qu'elle a menée dans les dernières années de sa vie et qu'elle a confiée à mon père notamment, cette plaquette avec tous ces documents qu'elle a obtenus de l'armée américaine, et c'est beaucoup de choses intéressantes, mais le nom de Victor ne figure nulle part dans ses écrits, ni dans les conversations qu'elle a eues avec ses proches. Donc c'était à la fois, il était très présent dans sa vie et en même temps il était aussi absent. Il y avait un petit peu cette ambiguïté de présence-absence. J'ai beaucoup apprécié les poèmes de Rossane, qui est morte très jeune d'ailleurs, de chagrin. Oui, alors Rossane, qui est un des très beaux personnages de ce livre, à mon avis, les plus touchants, à la fois parce que c'est une mère éplorée qui ne s'est pas remise de la mort de son fils et qui est morte de chagrin. Et c'était aussi une grande artiste, un petit peu éclipsée par l'ombre de son mari, Jean Lurçat. Mais c'est une très grande artiste. Et d'ailleurs, on peut visiter autour Saint-Laurent, dans le Lot, on peut visiter à la fois le musée, l'atelier musée Jean Lurçat, et il y a aussi une chambre qui était l'atelier de Rossane, qui était une sculptrice très, très douée, qui sculptait des sculptures assez majestueuses et assez impressionnantes. Et donc, effectivement, elle a laissé des poèmes très, très poignants qu'elle a écrits pendant les années où elle attendait le retour de son fils et après, lorsqu'elle a compris qu'il ne reviendrait pas. Le chagrin de Jean était aussi très, très parlant et très poignant, mais il voulait protéger Rossane. Oui, alors effectivement, c'est un des aspects touchants dans cette enquête, c'est que Jean Lurçat, mon grand-oncle, n'avait pas voulu dire à sa femme, n'avait pas voulu lui révéler le sort ultime de Victor parce que il pensait que ça serait trop dur à elle. Et déjà, le fait qu'elle ait perdu son fils, évidemment, était une douleur incommensurable dont elle ne s'est pas remise. Et malgré tout, il a voulu lui épargner les détails de la fin de Victor et il avait donc bâti une version beaucoup moins difficile à accepter, qui serait mort au combat, mais qui n'aurait pas été capturé, qui n'aurait pas été torturé par les Allemands. Et alors, dans ton cheminement, on termine avec enfin le jour où quelque part, tu as autorisé Victor au repos éternel, quand tu as compris à Treblinka, à Lohamea Getaot, ce qui était arrivé à Samuel Wittenberg, qui en réalité était resté à Treblinka. Oui, alors. Treblinka ne l'avait jamais quitté. Et quelque part, il y a quand même un parallélisme que tu dresses. Oui, disons que quand je me suis rendu à Lohamea Getaot, au kibbutz des survivants des ghettos, qui était le premier mémorial de la Shoah qui a été construit en Israël après la guerre, et j'ai découvert les sculptures de ce personnage qui m'était apparenté, enfin avec lequel j'avais un lien de famille, hein, puisqu'il était le beau-père de mon cousin, Samuel Willenberg, qui était un des survivants de Treblinka, qui a passé sa vie tout entière à perpétuer la mémoire de Treblinka et qui a accompagné des voyages de jeunes Israéliens là-bas pendant toute sa vie. Et quand j'ai été là-bas, j'ai vu son visage, il venait de décéder quelques semaines auparavant. Et quelque part, ça m'a encouragé à poursuivre mon enquête parce que je me suis dit, lui-même a passé toute sa vie, il est resté, il n'est jamais sorti de Treblinka quelque part. Et donc, quelque part, j'y ai vu un encouragement pour moi aussi continuer cette enquête familiale et ne pas renoncer en chemin. Et en fait, tu termines avec une très belle citation d'Archibald MacLeish. Nous vous laissons nos morts, donnez-leur leur importance. Je trouve ça très fort. Oui, c'est un thème qui est très juif aussi. C'est l'idée que les morts continuent de vivre en nous et que et c'est à nous de perpétuer leur mémoire, d'honorer leur mémoire, surtout pour des gens qui, en Israël,
malheureusement, on a beaucoup de gens comme Victor qui sont morts très jeunes. Et donc, bien entendu, j'ai toujours pensé aussi, je ne pensais pas seulement à Victor quand j'écrivais ce livre, je pensais aussi à tous les soldats morts pour la sécurité, pour la défense d'Israël, même si lui-même est mort dans des circonstances différentes, mais qui sont liées aussi, parce que c'est un petit peu le même combat qui s'est perpétué. Victor avait un père juif, il n'était pas juif par sa mère, mais il a participé lui aussi au combat contre l'ennemi, l'occupant nazi. Donc il y a un lien, effectivement, il y a un fil qui relie cette histoire que j'ai entendue quand j'étais enfant à Paris, et puis plus tard, toute ma vie d'adulte en Israël. D'ailleurs, à un moment, ça t'interpelle parce que je crois que c'est à Saint-Avold où quelqu'un te demande quelle était sa religion. Dois-je mettre une croix ou une étoile de David? Oui, c'est l'historien anglais Paul McHugh qui a beaucoup travaillé sur le service dont faisait partie Victor, le SE. Et c'est lui qui me dit la prochaine cérémonie, on va mettre un petit drapeau, un petit coquelicot en souvenir de Victor, mais est-ce qu'il faut mettre une croix ou une étoile de David? Et je n'avais pas vraiment de réponse à cette question. Finalement, on a décidé une étoile de David, mais voilà, il était un petit peu entre les deux. Si tu permets, Pierre, je vais lire un poème de Rosanne. Mon cher de la mort précoce, comme tous les morts jeunes, et comme tous les héros, tu nous dépasses. Ta vie a coulé vers l'éternité et tombe, cascade, éparpillée. Alors, il faut que je vive encore pour toi. Dis-le-moi, il le faut. Alors, je vois que Zoom nous rappelle à l'ordre. Donc, je te félicite pour ce livre. J'espère que cette émission va aider à faire connaître ce livre de Pierre Lurçat, Victor Psostis, que vous pouvez vous procurer sur Amazon, aussi bien en France. Je suppose qu'il existe aussi en format numérique, Pierre? Alors oui, il existe en format numérique. On peut même le commander en librairie parce qu'il est édité à la fois par Amazon et aussi par BOD, Books on Demand. Donc on peut le commander dans toutes les librairies de France. D'accord. Et en Israël, il est plus facile de l'avoir en numérique. Sinon, il faut attendre 3 semaines, je crois. Oui, en Israël, on peut le faire livrer. Il y a aujourd'hui des librairies en ligne qui ont des délais de livraison plus courts. On peut le trouver soit sur Internet, soit le commander en librairie en France. Merci Pierre. Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt pour un autre livre. Avec grand plaisir. Shalom Leitraot. Shalom Leitraot Velishtamea. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.